Je vais rater l'inauguration de la Tour Eiffel. Je vous attends. Je suis en retard, désolé. La verdadera historia de la Torre Eiffel. Hoy, lunes 6 de mayo de 1889, el presidente Sadi Carnot acaba de inaugurar la Exposición Universal. Saluda al gran ingeniero Gustave Eiffel, a quien le debemos la torre de 300 metros, atracción principal de la exposición. Este monumento único en el mundo celebra la vuelta de Francia al mundo de las grandes potencias. Esta obra maestra de la industria moderna, inconcebible hace tan solo unos años, será también el símbolo del progreso logrado por nuestro siglo XIX y un avance de los prodigios que nos preparan sabios e industriales. Con este edificio tan extraordinario hemos entrado directamente en el futuro. La torre del ingeniero Eiffel sobrepasa los límites de lo posible, de la imaginación, y marca realmente el día de una nueva era. Ingeniero especializado en construcciones metálicas, Gustave Eiffel se hizo famoso a la edad de 35 años construyendo la Galería de Bellas Artes para la Exposición Universal de 1867. También construyó el puente sobre el río Duero en Portugal, la estación de Budapest, puentes y pabellones en la Conchinchina, Perú y Chile, el puente sobre el Danubio y el impresionante viaducto de Garavit que acaba de ser terminado. La excelencia de sus realizaciones le supuso pedidos de toda Europa. Las soberbias construcciones de hierro y cristal y las obras espectaculares que le debemos no han sido más que un mero preámbulo comparadas con el extraordinario monumento de 300 metros llamado a convertirse en casi más famoso que las pirámides de Egipto o la Gran Muralla China. Desde el principio de su carrera, Eiffel percibió la importancia de la prensa y convocaba regularmente a los periodistas para hablar de sus proyectos. Chaque appareil, celui-là, a une ergonomie propre qui est en fonction des éléments qu'il travaille. Vous préférez le fer à l'acier. Sin embargo, el 26 de enero de 1884, el prestigio del célebre ingeniero sufre un gran revés, el hundimiento tras una tempestad de uno de sus viaductos a medio construir. Et s'il arrive que le pont s'écroule? Faites bien de me poser la question, parce que, vous savez, il y a un moment critique dans la réalisation d'un pont. Et ce moment appartient à la bonne ou à la mauvaise chance. Et nos calculs les plus précis, à ce moment-là, ne valent pas grand-chose. El ingeniero Eiffel tiene fama de ser un hábil inventor, además de un experto hombre de negocios. Sus éxitos, a la vez técnicos y financieros, se los debe a la fabricación en su taller, aquí mismo en Levallois, de sus futuras obras de arte a la décima de milímetro. Alors légèreté et sécurité sont les impératifs. Ce nouveau modèle de pont que nous construisons déjà en Cochinchine doit répondre aux mêmes critères. Aucune pièce qui ne puisse être portée à dos de mulet et soulevée par deux hommes tout en étant capable de résister à un poids de plusieurs tonnes. Un contremaître et 4 indigènes suffisent à monter le tablier complet en quelques jours. Ainsi, nous ouvrons la route à la civilisation, partout dans le monde. Faites bien savoir à vos lecteurs que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Todo está preparado. Todo ha sido prefabricado en el taller. Eiffel concibe hasta el más mínimo perno o remache.
Luego basta con ceñirse al plan de montaje establecido por los 50 ingenieros, dibujantes y diseñadores que trabajan para él desde hace varios años en proyectos cada vez más ambiciosos. Bonjour, madame. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous prenne en photo? Después de la humillante derrota infligida por los prusianos y la tragedia de la Comuna, los parisinos recuperan la alegría de vivir y su confianza en el futuro. Lleva al mundo una nueva generación. Voilà. Gardez bien l'objectif. Retenez bien votre souffle. Attention. La Estatua de la Libertad es un símbolo para los que buscan un mundo mejor y más justo. Es en París donde este magnífico regalo de los franceses a los americanos acaba de materializarse bajo la forma de un monumento colosal, obra maestra del escultor Bartholdi y del ingeniero Eiffel. Un génie de la littérature, un génie de l'art comme vous est un plaisir inégalable. C'est un honneur, monsieur Wu. Un honneur immense pour le modeste ingénieur que je suis. C'est la poésie, personnifiée par le plus grand de nos auteurs vivants. Elle est devant nous, messieurs, la poésie. Elle nous impose le silence. Esto ilustra maravillosamente la visita de nuestro gran Víctor Hugo a esta estatua, regalo de la vieja Europa al Nuevo Mundo, temporalmente montada en el taller del escultor Bartholdi. Dit une photographie. Bajo su cubierta de cobre verde grisáceo, este monumento extraordinario posee la sólida estructura de hierro concebida por Eiffel, que le hará resistir a las más grandes tormentas, así como a su propio peso. Sur ce même principe, nous construirons des immeubles d'habitation, des bâtiments d'usine, toutes sortes d'édifices, et leur hauteur ne connaîtra pas de limite. ¿Cómo el hombre que acaba de lograr esta nueva proeza podrá sorprendernos en la exposición universal que celebrará los 100 años de la Revolución Francesa? C'est exactement ce que nous avons fait pour l'exposition de 67, il y a presque 20 ans. 20 ans et rien de neuf. L'effet de ces voûtes élargies est assez bien. Trouvons une forme originale, un objet absolument inédit. Ou alors, laissons la future exposition universelle se faire sans nous. Nous ne manquons pas de commandes, Dieu merci. Il me vient une idée, monsieur. Une idée passablement incongrue, peut-être bien, mais... Voici cette fameuse tour de 300 mètres, dont on rêve depuis 50 ans, en Europe et en Amérique. Et nous pouvons même aller plus haut. Bah, il n'y a pas d'obstacle technique majeur. Contentez-vous de 300 mètres, mon petit coquelin. N'y passez pas trop de temps. 300 mètres de fer qui ne seront au mieux qu'une sorte d'attraction foraine. Si vous y tenez tellement, je vous avancerai le prix du papier. Et je vous ferai cadeau des crayons. Tour de 1000 pieds, plus de 300 mètres. Jamais personne n'aura pu monter si haut sur un édifice construit par des hommes. Plus haut que Notre-Dame, plus la colonne Vendôme, la Statue de la Liberté et l'Arc de Triomphe superposé. Eiffel llevaba varios años viudo y su hija Claire había asumido el papel de ama de casa. Tu sais à quoi notre jeune ami Coquelin passe toutes ses nuits? Il est au bal de l'opéra? Au Café Concert? Oh, grand Dieu, non. Tu y es pas du tout, là. Moi, j'y suis. Tu lui fais creuser à main nue le tunnel de ton futur métro, mon cher père. Ah, si le pharaon voulait bien me prêter ses 100 000 esclaves, ça serait pas une si mauvaise idée, ça. Et après, le métro Eiffel. Une pyramide Eiffel. J'ai fait quelques calculs préliminaires. La tour aurait une masse de 7000 tonnes environ. Si on élargit suffisamment l'emprise, cela devrait représenter 3,5 kilos au centimètre carré, soit pas plus qu'une personne assise sur une chaise. Alors? T'y crois, toi aussi? Eh bien,
Ce sont les autres qu'il faut convaincre. C'est logique, c'est simple. Impeccable, de bas en haut, mais... Votre avis, Sauvestre? Tous les Parisiens ne sont pas des mathématiciens. Hein. Ce n'est que mon modeste avis d'architecte. Une opinion d'artiste, mais il me semble qu'il manque un rien de souplesse et de fantaisie. C'est très intéressant. Je vois beaucoup de difficultés pour la réaliser. Continuez quand même. Mais ça sert à quoi? À part être un somptueux paratonnerre, Monsieur Coquelin. Ça ne sert à rien, ça ne sera là que pour exister. C'est surtout le vent qui va exister. Vous avez songé à la pression d'un bon coup de vent sur votre pylône de 300 mètres? Oui, j'ai fait quelques calculs. Pour un vent de 160 km/h, ça ne devrait pas osciller là-haut de plus d'une vingtaine de centimètres. Et pour un vent, mettons, de 200 km/h? Ça n'arrivera jamais sous nos latitudes. La tempête qui a détruit notre viaduc de la Tarde n'existait pas non plus. Monsieur Compagnon, nous étions en phase de lançage. 300 tonnes de fer en déséquilibre au-dessus du vide. Le moment le plus dangereux. Alors, on la regarde exister, votre tour, et c'est tout. On monte pas dessus. Il y aura des ascenseurs. Des ascenseurs? Vous avez déjà vu un ascenseur s'élever comme ça, vous? Pourtant, il en faudra bien un. Il y a une solution à tout. Moi, je peux la dessiner, cette tour. Mais vous, est-ce que vous aurez assez de cran pour la construire? Demandez à mes hommes. À 300 mètres du sol, ils râleront si fort qu'on les entendra d'en bas, mais chacun sera à son poste. Et ils feront leur boulot, monsieur. Ça sert quand même à rien, votre truc. Las 7.000 toneladas no tendrán más que un peso de 3,5 kilos por centímetro cuadrado, más que la mayoría de los inmuebles parisinos. Semana tras semana, diseño tras diseño, estudio tras estudio, la torre halló su forma definitiva. Viens voir. Chaque fois que je la vois, je la trouve plus belle. Surtout aujourd'hui. Il suffit d'un simple détail, tu vois, pour la rendre parfaite. Projet d'une tour de 300 mètres déposé le 12 décembre 1884 par messieurs Eiffel et Sauvestre. Sauvestre est là, oui. Il me faut la signature d'un architecte pour participer au concours de l'exposition. Mais c'est Coquelin qui l'a dessiné, cette tour. C'est son idée. Coquelin et Nouguier recevront chacun 100 000 francs et un pourcentage sur les bénéfices que je compte tirer de ma tour. Ils n'ont pas protesté. Pour quelques nuits passées à travailler sur les planches à dessin, je n'ai pas si mal payé. Tu as raison. Ils n'ont pas à se plaindre. Surtout qu'ils n'ont fait qu'appliquer mes méthodes de travail et se servir de mes propres inventions. Et les véritables difficultés vont juste commencer. Elles pourront se résoudre que sous ma responsabilité. Pero Eiffel encontró un competidor serio en esta carrera hacia el cielo que marcaría la exposición universal. Bourdet, el arquitecto del Palacio del Trocadero, propuso un faro monumental de 300 metros para iluminar París. Notre tour a une rivale, mes bons amis. Une rivale en granit. Oui, en granit. Pourquoi pas en plomb? Du trop célèbre architecte Bourdet. Ce machin s'effondrera au premier coup de vent. Ou bien ça s'enfoncera dans le sol sous l'effet de son propre poids. En admettant qu'on parvienne jamais à le construire. L'obélisque de Washington est en granit aussi. Après 35 ans d'efforts, ils n'ont pas pu dépasser les 160 mètres. Comment peut-on accorder le moindre crédit au projet absurde et onéreux de ce charlatan? Nous vivons dans un étrange pays. Édition spéciale. Mi deber de periodista me obligaba a demostrar la superioridad del proyecto de Eiffel sobre el irrealizable de su rival. El director del periódico me llamó al día siguiente. Mais ça ne va pas du tout, mon vieux. Mais qu'est-ce que vous écrivez là? Regardez-moi ça. Un splendide exploit technique, la preuve de la Renaissance française. Et puis quoi encore? Cette vilaine ferraille de l'ingénieur Eiffel. Monsieur... Je vous paye pour exprimer les opinions du journal. Ce qui veut dire les miennes, pas les vôtres.
Mais monsieur, pas plus tard qu'hier, vous pensiez du bien d'Eiffel? Mais Eiffel a sûrement du génie. Tant mieux pour lui. Bourdet est protégé en très haut lieu. Et ça vaut bien plus que tout le talent du monde. Si es construido, el foco siniestro y feo del ingeniero Eiffel destruirá los últimos oasis de verdor del centro de París. Para superar a Bourdet, Eiffel encontró una protección del gobierno, la de Édouard Locroix, ministro del Comercio y de la Industria. Exactement sous le centre de la future tour, monsieur le ministre. Vous aviez raison. Cet emplacement au cœur du champ de Mars, c'est parfait. Imaginez au-dessus de nous 300 mètres de fer, mélangés à la lumière et aux nuages. Ce sera bientôt chose faite, mon cher Eiffel. Vous avez le savoir-faire et le sérieux. Il me manquait juste un ministre. Il faut bien que parfois nous servions à quelque chose. El reglamento del concurso para la construcción de una torre de 300 metros se publicó por fin. Se estipula que esta torre será metálica, lo que tiene como efecto excluir el magnífico edificio de granito del señor Bourdet. Vous êtes satisfait, monsieur Eiffel? Absolument. Le règlement de ce concours me convient parfaitement. Il est en effet sur mesure. Il ne sert qu'à éliminer votre seul concurrent sérieux, Bourdet. Sur mesure? En effet. Ça fait 2 ans que je travaille avec mon équipe. Dépôt de brevets, expérimentation, de nouvelles techniques. Non, ce que vous voulez, vous, c'est que le concours soit gagné par des gens qui font n'importe quoi. Et qui n'ont rien fait du tout. Los candidatos no tendrán más que 3 semanas para presentar sus proyectos. Monsieur le ministre Locroix, ministre du Commerce et de l'Industrie. Este escándalo se lo debemos a la intervención del ministro Locroix, amigo personal del ingeniero Eiffel. Messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer les résultats du concours organisé pour la construction des bâtiments de la grande exposition universelle qui se tiendra entre mai et septembre 1889. Les 3 premiers prix de 4 000 francs chacun vont respectivement a... Este republicano radical que tuvo desde siempre simpatía por la Comuna y los socialistas revolucionarios utilizó todo su poder para favorecer este proyecto técnicamente vertiginoso. Et messieurs Gustave Eiffel et Stephen Sauvestre pour leur projet d'une tour métallique de 300 mètres. Otra vez el señor Eiffel ha recurrido a sus relaciones. No duda de su buena estrella y mucho menos de sus amistades en las altas esferas del poder. Cet appel d'offres n'était décidément qu'une farce destinée à masquer le gaspillage inouï de l'argent des contribuables. Et nous pouvons vous faire bénéficier d'un prix beaucoup plus intéressant sur le fer. Mes ingénieurs ne jurent plus que par l'acier, malgré son prix plus élevé. Moi pas. J'aime pas travailler sur une matière que je connais mal. Avec l'acier, personne ne connaît l'amplitude des oscillations par grand vent et par grande chaleur. Voilà ce que j'en pense, monsieur, de l'acier. Sous une forte bourrasque, la tour pourrait bien devenir une sorte de diapason. Pour une fois, je me fierai à mes oreilles plutôt qu'aux mathématiques. Nous la construirons en fer. La primera etapa consiste en sondear el suelo para verificar la estabilidad del terreno. En el emplazamiento de la muy improbable torre, los geólogos constatan que el suelo está saturado de agua y que 2 de sus 4 pilares no tendrían cimientos sólidos. On est totalement boueuse et instable. On ne pourra jamais creuser, on est trop près de l'acier. Notre affaire commence mal.
spectacle, la tour prend garde. Il n'a pas pris assez garde, justement. La tour ne se construira pas. Comment ça? Le sol est instable. C'était dans mon article de ce matin. Recién comenzados, los trabajos de la torre son interrumpidos y el campo de Marte recupera su primera vocación, que es la de servir de campo de entrenamiento a los jinetes de la cercana escuela militar. Pero Eiffel no ha dicho su última palabra. Decide utilizar un procedimiento de cajas metálicas con aire inyectado a presión de 15 metros por 6 para acabar en un terreno inundado a 8 metros de profundidad. Inquietos, los miembros del gobierno ven confirmados sus temores de que Eiffel no se atendrá a los plazos ni al presupuesto acordado. Non, je ne lui parlerai pas. Votre protégé a entrepris de gaspiller l'argent public. Il y trouvera son avantage personnel, j'en doute pas, mais il pourrait bien vous coûter votre ministère. Monsieur le Président, puis-je au moins vous le présenter? Je ne veux avoir aucun rapport avec lui, même de courtoisie. Mon cher Lecroix, vous vous souvenez sûrement de mon gendre, Adolphe Salle, c'est aussi mon bras droit. Il a beaucoup de bras droits. Il en aura besoin, je le crains. Parlez-moi de ces fameux caissons pour creuser en milieu inondé. C'est une technique qui a largement fait ses preuves. Je l'ai utilisée à mes débuts pour le pont sur la Garonne. C'était il y a près de 30 ans. Vous pouvez garantir qu'il n'y aura pas d'accident? Il n'y aura pas d'accident, mais le budget du chantier augmente de 250 000 francs. Je préfère être honnête avec vous. Le président du conseil n'attend que ça pour abandonner le projet. Je prendrai en charge les frais supplémentaires. Las diferentes piezas de las cajas metálicas son montadas en la obra. Es un negocio excelente para el fabricante, que no es otro que el mismo Gustave Eiffel. Surtout pas de fausses manœuvres. Je veux pas d'accident. On a déjà assez de retard. On envoie, mais tout doucement, hein, tout doucement. Allez, ça suit, ça suit, ça suit. Voilà. Excusez-moi. Eh? Les terrassiers vont travailler dans ces caissons? La technique est au point, ouais. Un peu plus sur ta gauche, là. Voilà. Voilà. Ce sont des vrais cercueils, y a pas d'autre mot. Appelez ça comme vous voudrez. Vous voulez plonger vraiment dans l'eau? On se retrouvera, oui. Et comment les hommes vont-ils respirer? On leur enverra de l'air par des pompes. Tout simplement. C'est parfaitement incompréhensible. Allez donc. Je veux vous montrer une chose, avant que vous n'écriviez encore des horreurs sur moi. Ah, et quoi donc, monsieur Eiffel? Un verre, mon ami. Un verre à boire. Un banal verre à boire. Enfoncez doucement le verre. Qu'est-ce que vous constatez? Ça résiste. Il y a une grosse bulle d'air. Vous pourrez l'écrire, monsieur le journaliste. Les hommes travailleront dans une bulle d'air. Ils auront largement de quoi respirer. Les ouvriers de la tour travaillent sous une pression de plusieurs atmosphères, tous les jours. Ouais. Et si les pompes tombent en panne, il paraît que le caisson est inondé. En 1 minute. Ces malheureux ouvriers seront noyés comme des rats. Non, il faut tout simplement interdire ce procédé. Messieurs de l'opposition, mes hommages sincères à votre clairvoyance et à votre sagesse. Monsieur le ministre, nous exprimons simplement nos convictions.
Mais je suis très heureux que vous vous préoccupiez de la santé de nos ouvriers terrassiers. J'en suis même étonné. Toute vie humaine nous tient à cœur. Nous exprimons les craintes de la majorité des Français. Qui sont tous des ingénieurs comme vous-même, n'est-ce pas? J'ai entendu qu'il y avait eu de graves accidents avec ce procédé sur les chantiers d'outre-mer. Ni vous ni moi ne sommes des ingénieurs comme Monsieur Eiffel. Et croyez bien que pour lui, comme pour moi, les conditions de travail et de sécurité font partie des progrès immenses apportés par ce projet. L'ingénieur Eiffel prépare le siècle futur, et nous sommes à côté de lui, messieurs, des esprits bien médiocres. Quedan hombres de honor, a pesar de lo que digan, entre las personas que nos gobiernan. Seguro que el ministro Locroix es uno de ellos. Para tranquilizar a la opinión pública y demostrar a la oposición que las cajas metálicas presurizadas del señor Eiffel no corren peligro, el ministro no duda en bajar el mismo. La intervención espectacular y valiente del ministro salvará una vez más la torre y permitirá a Eiffel continuar con los trabajos. Eiffel, héros de notre temps, un éminent représentant du génie français, la revanche pacifique de la défaite de Sedan. Et puis quoi encore? Pourquoi pas sa statue place de la Concorde? C'est un homme qui gagne à être reconnu. Il accepterait sûrement de faire votre connaissance, vous l'apprécierez. En plus, vous foutez de moi. Bon, je suppose que ce monsieur Eiffel vous a taillé une redingote en billets de 1000 francs. Non, monsieur, je vous en donne ma parole d'honneur. N'employez pas de mots stupides, Barbier. On m'a pas viré ce crétin des Carpates. Il m'augmente, au contraire. Je passe à 1000 francs, ma belle. 50 louis par mois pour écrire tout ce qui me passe par la tête. Oh, mais tu vas pouvoir m'en faire des cadeaux. Et il est persuadé que je suis dans les petits papiers du ministre, du président et de je ne sais qui encore. 125 metros separan cada pie de la torre. Los cimientos de los pies sur y este están enterrados en terreno seco y sólido, lejos del Sena y de las infiltraciones de agua. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? On déblaye tout le coin ici et on met tout là-haut. Merci. Fernand, à toi! Vas-y! Cuatro inmensas losas de mampostería de piedra se colocan para recibir los primeros elementos de la estructura metálica de cada pie. A partir de entonces, nadie podría detener la torre, pero nuevamente los enemigos se manifiestan. C'est une lettre de protestation des artistes de notre pays contre l'érection de la tour de 300 mètres. Nous, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté de Paris, venons protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français, au nom de l'art et de l'histoire français menacés contre l'érection en plein cœur de la capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Qui a signé cette infamie? Alexandre Dumas fils, Charles Gounod, François Copé, Charles Garnier, le comte de Lille, Maupassant. L'élite. L'élite de notre pays. C'est accablant.
Ils n'empêcheront pas la tour. Leur lettre sera rendue publique après-demain. J'aimerais pouvoir publier votre réponse en même temps. Ils l'auront, ma réponse. Je prétends que les courbes des 4 arêtes du monument donneront au contraire... Non, ça va pas, ça. Ça va pas enlever au contraire. Donneront une impression de beauté. Relisez-nous ça, je vous prie, Adolphe. Si vous le permettez, père. Après impression de beauté, j'ajouterais « Et ces courbes mathématiquement parfaites traduiront à la face de l'univers la hardiesse de nos conceptions. » Et sans l'univers tranquille, ma chère enfant. Paraît que je manque déjà bien assez d'humilité. Bien. Faites porter aux journaux la réponse du barbare Gustave Eiffel. Et qu'on n'y change pas une virgule. Un año después de los primeros sondeos del terreno y 4 meses después de los primeros golpes de pala, la primera fase está terminada. Se han extraído 39.000 metros cúbicos de tierra y de piedra. Los 4 zócalos están en su sitio y dispuestos a recibir la delicada estructura de hierro que constituirá la torre. Los cavadores dejarán ahora paso a los casi 200 remachadores que vienen de toda Francia. Estos obreros cualificados serán pagados por encima del salario habitual, siempre que se plieguen a las condiciones particulares de la obra y a los plazos de construcción. Bien lu le règlement du nouveau chantier, t'as tout compris? Oui, monsieur Compagnon. Signe. Duval, Valentin et Maximilien. Il y a plus d'1 million de rivets à poser là-haut. Ça te fait pas peur? Non, monsieur. Et 18 000 poutres à monter. Et comme ça. T'as intérêt à rester en bonne santé. Pour ça, monsieur, pas de problème. Je suis déjà solide comme un pont. Comme ton père, hein? Il me connaît depuis que j'avais ton âge. Une vraie tête brûlée. Il a même failli finir au bagne. Drôle d'époque, ouais. On s'égorgeait entre Français sous le regard amusé des Prussiens. Paris était en flammes. C'était ça, la commune. Rien d'autre qu'un foutu gâchis. Valentin Duval, après l'armistice, a rejoint les rangs des insurgés. La commune révolutionnaire de Paris. Avant qu'elle soit impitoyablement matée. J'apprendrai peut-être au fils qu'on peut diriger d'autres hommes sans pour autant renier ses origines ouvrières. J'en suis la preuve, moi, Jean Compagnon, chef de travaux aux ateliers Eiffel, ancien ouvrier sorti du rang. Las condiciones de contratación son particularmente precisas y exigentes. Los horarios variarán según la estación entre 9 horas en invierno y 12 en verano. Para ganar tiempo y sobre todo para controlar el consumo de alcohol de los obreros, Eiffel hará instalar comedores en las plataformas sucesivas. Ah, pas une tour de 300 mètres. Quoi ça va servir? On n'y arrivera jamais. Los obreros son contratados para los 24 meses que debe durar la construcción. Trabajarán 6 días por semana, sin vacaciones ni descanso, desde el amanecer hasta la puesta de sol, sea cual sea la estación, en una obra que cada vez será más difícil y más peligrosa. Personne ne sera jaloux. Baptiste est embauché aussi. Ah bon, il a été embauché, Baptiste? Oui. Tu verras la tour d'ici, maman. Allez, viens manger. Oui. On va faire pousser la plante. En l'arrosant de notre sueur. Il n'a pas commencé qu'il se plaint déjà. Et construisez la tour de Monsieur Eiffel. Même si elle sert à rien, au moins, je vous verrai rentrer le soir. Monsieur les terrassiers, on bouge plus. Merci. Allez, tirez-vous les bouseux. La sommes réservée. Tu pourras toujours faire le ramoneur dans ta cheminée à 300 mètres, mon petit. Ton cul, il sera jamais bien loin de mon pied, va.
He aquí a Eiffel en pie de guerra y dispuesto a hacer fundir la friolera de 60 millones de kilos de hierro, 3 libras de chatarra por ciudadano francés para festejar los 100 años de la Revolución. Las vigas saldrán del horno de Pompey, al este de Francia, y serán transportadas por tren hasta los talleres de Eiffel, donde se les dará forma, se perforarán y se cortarán antes de ser entregadas en la obra de la torre. Las vigas se suben a la altura deseada gracias a las poleas y grúas móviles enganchadas a la misma estructura. Cada viga se fija provisionalmente con ayuda de pernos antes de ser remachada en caliente. Cada pieza que no sea totalmente conforme es enviada inmediatamente al taller. No se hace ninguna modificación en la obra. Las vigas principales tienen una masa de unas 3 toneladas cada una. Están unidas entre ellas por medio de las vigas secundarias dispuestas en cruz de San Andrés. Tout le souci de nos ingénieurs, c'était de répartir cette gigantesque masse métallique au sol sans qu'on s'enfonce. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une sorte de patte de canard. Mais en raison de la courbure de notre tour, chaque élément, chaque poutre, et il y en a 18 000, est différente des autres. Nous avons dû réaliser 1700 dessins d'ensemble et 3629 dessins exécution, comme cela, voyez. Et comment vous les assemblez? Par les rivets. En las representaciones que nos han ofrecido, la torre parece un encaje. Los obreros montando las viguetas con la técnica del remache han llevado su ruda labor de forjadores a un extraordinario nivel de delicadeza. El colosal edificio estará formado por el montaje de 18.038 piezas, calculada cada una con una precisión del orden de 1/10 de milímetro. 2,5 millones de remates, de los que la mitad colocada en el taller hará mantener la totalidad. Ha llegado el instante decisivo. Los 4 pies de la torre van a ser unidos por 4 vigas que pesan 70 toneladas cada una. Estas mantendrán la primera plataforma asegurando la cohesión y la solidez de todo el edificio. Nous avons résolu les 2 grandes difficultés de ce chantier. Creuser des fondations dans un marécage et maintenant poser les poutres du premier étage. Bastide, libère-le un peu! Vincent! Si esta delicada operación no se hace con éxito, nunca veremos la Torre Eiffel. Pero aquí nadie duda del éxito final. De hecho, el ajuste preciso de las enormes vigas se hará con un procedimiento muy sencillo. Se trata de instalar estas vigas un poco más arriba de lo necesario, sobre una especie de zócalo. En realidad, una simple caja llena de arena que hará caer lentamente, bajando la viga que reposa sobre ella hasta que se alcance el nivel necesario, hasta la 1/10 de milímetro. C'est fait. J'aurais tout calculé sur la résistance de la tour au vent. Cet ennemi rusé, imprévisible, pervers et toujours d'une violence sauvage. Mais les calculs ne servent à rien quand il s'agit des ouvriers qui travaillent là-haut, à la merci d'une brusque rafale. Qu'ils tombent de 30 mètres ou de 250, le résultat sera le même. Son las 8 de la mañana. Acaba de amanecer. Aquí, al pie de la torre, reina una temperatura de montaña. Me han informado que allí arriba, hoy, igual que hace 6 meses, hay 4 grados menos que al nivel del suelo, y los audaces constructores están aún a 240 metros de la cima. Es un espectáculo extraordinario y sin embargo cotidiano el que ofrecen sin remilgos, como si se tratara de algo natural, estos obreros que trabajan a más de 60 metros de altura. Casi me dan ganas de decir de altitud.
Apenas notan el vacío que los amenaza o parecen sensibles al viento cuyas ráfagas han sobrepasado más de una vez los 80 km/h. Oh, messieurs! Vous avez vu l'heure? Il fait encore plus froid qu'hier, monsieur. Et là-haut, avec le vent, c'est pas possible. Vous avez de quoi faire chauffer une cafetière, non? Je dis que 9 heures par froid, ça devrait être payé comme nos 12 heures d'été. Et pas un sou de moins. Je transmettrai votre demande à monsieur Eiffel. Reprenez le travail. Non. Je dirai moi-même ce que j'ai à dire. Et tout de suite s'il le faut. C'est un socialiste. Adepte des idées d'un certain Karl Marx. Ouais, pour le reste? Oh, excellent élément. Travailleur, sobre, courageux. Ce sont les mêmes individualités qui construisent la société qui souvent rêvent de la détruire. Est-ce que vous comprenez une contradiction pareille? Vous voulez instaurer la commune sur notre chantier, ce qu'on dit? Nos revendications sont légitimes. L'achèvement de la tour est tout aussi légitime, il me semble. Mais, voyez, monsieur le communard, il n'y a pas de canon ici. Ni fusil, ni canon. Nous allons discuter honnêtement. Vous y trouverez votre compte. Sauf votre respect, monsieur. Il ne s'agit plus de discutailler. Quand on nous fait trimer là-haut dans un froid pire qu'au pôle Nord. Avec un vent à nous balancer dans le vide. Vous voulez négocier, oui ou non? Nous avons justement le même ennemi, le vent. C'est vous qui discutaillez, monsieur Duval. Moi, je veux que nous réussissions ensemble. Messieurs, venez par ici, s'il vous plaît. Bon. Les 4 heures perdues seront payées. On manquerait plus que ça, ouais. Augmentation comprise entre 5 et 20 centimes de l'heure selon le poste occupé. On ne demande pas la charité, compagnon, hein. Une misère, ouais. Et gratification immédiate de 100 francs pour tout le monde. Ça, on va en parler entre nous, hein, les gars. Ceux qui ne s'estiment pas satisfaits peuvent demander leur compte immédiatement. Vous avez 5 minutes pour décider. Valentin, elle est loin, la commune, hein. Allez, on reprend les outils et on remonte. Las vigas son montadas y luego mantenidas en su sitio con pernos. Los remachadores quitan los pernos y empiezan por verificar que los agujeros estén perfectamente alineados. Los equipos de remachadores están formados por 4 personas. Un aprendiz calienta los remaches hasta que alcanza la temperatura ideal de 1200 grados. Luego, otro coge el remache con la ayuda de una larga pinza y lo introduce en el agujero común a las 2 piezas. Una vez insertado, lo bloquea mientras que uno de los obreros, golpeando con la ayuda de una maza de 5 kilos y un mandril, forma la nueva cabeza. Al enfriarse el metal se contrae y fija los 2 elementos con una fuerza de 3 toneladas. Cada equipo de remachadores tiene su propia forma de golpear y los equipos se reconocen de un extremo a otro de la torre por su sonido único. Los 40 equipos colocan unos 3.200 remaches por día.
Hasta ahora no ha tenido que lamentarse ningún accidente grave. Sin embargo, no escasean los peligros. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Catherine. À chaque fois que je regarde par la fenêtre, j'ai peur. On n'en est même pas la moitié. Et si vous tombez? Mais on ne va pas tomber. On risque rien, mon... On ne peut pas mettre de rambarde aux plateformes, ça nous ralentirait. Et alors? Catherine, faut tenir les délais. On est payé 2 fois plus que n'importe qui pour ça. Eh ben bravo. Et merci. J'aurais de quoi vous offrir de belles funérailles. Ahora una escalera lleva al primer piso e Eiffel y sus ingenieros y algunos amigos proceden a la inauguración privada de la plataforma. Pas prévenu que c'était si haut. Mientras que hombres y mujeres admiran la vista espectacular a 57 metros de altura por encima de sus cabezas, los obreros siguen trabajando. Rápidamente, todo París intenta conseguir el privilegio de visitar esta primera plataforma y, mejor aún, ser fotografiado al lado del gran ingeniero Gustave Eiffel. La vida a finales del siglo XIX es tan palpitante de noche como de día. Vivimos decididamente una Belle Époque. París es la capital mundial del placer y su humilde servidor no falla, noche tras noche, en ser testigo privilegiado de estas exploraciones. Solo esta semana han abierto sus puertas 3 cabarets, ofreciendo a parisinos y visitantes maravillados el encanto de las chicas más bonitas del mundo. El tiempo pasa rápido entre los torbellinos de seda y satén. Así se acerca el verano y las noches son cada vez más cortas. Hoy, viernes 13 de julio, Eiffel nos invita a la inauguración de la segunda plataforma a 110 metros de altura. No han pasado más que 3 meses desde que se terminó el primer piso y un poco más de un año desde el principio del montaje metálico. La torre crece cada vez más deprisa. Vous grimpez comme un alpiniste? Je monte comme font les ouvriers. Ils font l'ascension chaque matin et aucun n'aurait l'idée saugrenue de penser que c'est un exploit. Mesdames et messieurs, la prochaine fois, je vous invite à me suivre 167 mètres plus haut. D'avance, je renonce. Rassurez-vous, rassurez-vous. Malgré les bruits qu'on a fait courir, les ascenseurs fonctionneront. Eiffel organiza un suntuoso banquete después del cual todo París puede admirar fuegos artificiales tirados desde el segundo piso. El invierno de 1888 es particularmente crudo. En varias ocasiones el mercurio baja a menos de 0 grados, pero la construcción de la torre continúa.
Cuando el viento es demasiado fuerte, el remachado se para. En la torre los obreros emplean este tiempo para efectuar el mantenimiento de seguridad. Verifican en las vigas perfiladas que las líneas de fuerza se descarguen adecuadamente y deben enderezar ciertas vigas que se han deformado a causa de una avería o accidente. On arrête pour aujourd'hui, c'est trop dangereux. On redescend. Gare, regarde là. Fais attention, Maximilien. Les gars, on travaille de plus en plus haut. Mais les salaires, eux, ils restent en bas. On aura des pâquerettes. Ouais, c'est vrai, ça. Et il fait moins 30 degrés là-haut. On se fait rôtir ou geler en attendant de s'écraser en bas. Alors qu'est-ce qu'on fait, les gars? On arrête. Si nous leur cédons encore, nous devrons leur accorder tout ce qu'ils veulent, et même ce qu'ils ne veulent pas encore. Et s'ils se mettent en grève pour de bon, nous n'aurons aucune chance de tenir les délais. Laissez-moi faire. Esta vez, Eiffel no cede. Los obreros que piden una prima de riesgo serán enviados al primer piso para realizar las tareas menos nobles. Messieurs les indispensables, ils ont enfin trouvé un travail à leur hauteur. Vous regrettez peut-être vos poutrelles, monsieur le socialiste. Et les affreux coups de vent glacés. Et les inhumaines brûlures du soleil. Pas le choix. Une peau de peinture ou un métier d'homme. À toi de choisir. J'espérais au moins ça d'un ancien de la commune. El aire es puro y vivificante. Con el tiempo la torre será el equivalente a una estación balnearia, o mejor aún, un sanatorio para curar las enfermedades respiratorias. A mi fotógrafo y a mí nos han dado la tarea de conservar la huella para las generaciones futuras de este gran momento de la epopeya humana. Solo queda un mes para el 31 de marzo, fecha en la que la torre debe alcanzar la altura de 300 metros. Los obreros no están muy lejos de eso. Hoy, más de 200 hombres trabajan incluso los domingos y la torre se eleva 1 metro por día. Los otros equipos, pintores, albañiles y fontaneros que instalan los conductos de gas para la iluminación, siguen a los remachadores. No ha habido ningún accidente mortal en los 26 meses que dura la construcción. Es el último día. Los obreros dan una última capa de pintura y efectúan las últimas verificaciones y operaciones de control, haciendo sonar los remaches para verificar la presión. Después de 26 meses de trabajo duro pero apasionante, los obreros bajan de la Torre Eiffel por última vez, no sin cierta emoción. La majestuosa estructura es solo provisional y los más jóvenes entre ellos ya saben que exactamente en 20 años serán contratados para desmontarla. Ah, quelle journée de pas. Ouais. Ben voilà, c'est fait. Ça me fait tout drôle de savoir que je remonterai pas. Tu peux toujours acheter un ticket. On a posé plus d'1 million de rivets et il faut qu'on paye. C'est quand même grâce à nous qu'elle tient debout, non? Ouais. Et puis tiens, regarde ça. C'est du vrai cuir. Eiffel organiza la inauguración oficiosa de la torre.
Dificultades técnicas imprevistas retrasan la puesta en funcionamiento de los ascensores y se ignora si estarán listos para el día de la inauguración por el presidente de la República, Sadi Carnot. Encore 1500 marches. Cuando lleguemos a la última plataforma, a 267 metros del suelo, habremos subido más de 1700 escalones. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Regardez, on a Eiffel. Bravo! Vive Christian! À mon père, le plus grand ingénieur de notre temps. Ne l'oublions jamais. Ici, comme à Garabi, ou sur les rivières capricieuses de Cochinchine, nous jouons aux limites de ce qui est permis à l'être humain. Tu connais notre prochaine victoire, si le destin nous y autorise. À Panama. Después de 8 años, la obra del Canal de Panamá, bajo la dirección de Ferdinand de Lesseps, encuentra dificultades insuperables. Ya se han gastado centenares de millones. Centenares de hombres han sido víctimas de accidentes o de la fiebre amarilla, y sin embargo, el canal sigue sin estar terminado. Solo hay un hombre que quizás sería capaz de salvar a Francia de un fracaso desastroso, Gustave Eiffel. Monsieur de Lesseps a enfin accepté votre idée d'un canal à écluse. Il n'aura mis que 8 ans à se rendre à l'évidence. Et en attendant, combien de centaines de millions de francs dépensés en pure perte? Sur le versant atlantique, la première écluse se situera au kilomètre 22,7, ainsi que vous l'aviez préconisé. Elle aura une chute de 8 mètres. Le bief du partage des eaux sera ainsi de 38 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce sont vos propres conclusions, monsieur. Mon idée est évidemment la seule viable si de Lesseps veut achever son canal de Panama. La misma naturaleza del proyecto del Canal de Panamá ahuyentaría a un hombre ordinario. La Sociedad del Canal Interoceánico de Panamá está al borde de la quiebra. Cada metro cúbico de tierra extraído es inmediatamente sustituido por otro metro cúbico que se hunde. Cada día hay que rehacer todo el trabajo. Mais pourquoi se lancer dans une aventure aussi risquée? Je suis le seul dans le monde à pouvoir construire des écluses de 11 mètres de chute. Pardonnez-moi de me répéter, père. Mais les risques financiers? C'est une affaire de 120 millions, presque 20 fois le prix de ma tour. Je serai le premier dans le monde entier. On ne dit pas que du bien des gens à qui vous avez affaire. Surtout du baron de Reynac. Et de moi, ma chère enfant, on ne dit que du mal. Nous vivons dans un pays où on vous offre un ennemi juré pour chaque louis d'or que vous pouvez mettre dans votre poche. La dépense ne devrait pas dépasser les 400 millions d'augmentation de capital. C'est une somme impressionnante. À titre de comparaison, ma tour n'aura coûté que 7 millions. Ne craignez rien, mon cher. Ma banque vous couvre bien au-delà des sommes que vous engagerez. Et vous, monsieur Reynac, vous commencez par percevoir une commission de 2 millions? C'est l'usage.
Les actionnaires échappent à la ruine grâce à ton père. Tout le monde applaudit. Il sauve le canal. Mon père ferait n'importe quelle folie pour prouver qu'il a raison. Ne t'inquiète pas. Il calcule tout au millimètre, au centime près. Oui, mais là, des centaines de millions sont en jeu. Peut-être des milliards. Ton père est le plus honnête des hommes. Il ne risque rien. Pero olvidemos las preocupaciones y aprovechemos esta extraordinaria exposición universal que lleva a París la tierra entera y convierte a nuestra bella capital en el centro del mundo. Aquí se han reunido pacíficamente las razas, las lenguas, las religiones del mundo entero. Para esta exposición, cuyo éxito es celebrado universalmente, el país de los derechos humanos reúne a todas las naciones, realizando aquí mismo la libertad, la igualdad y la fraternidad. Allez, maman, t'es sûr que tu veux pas monter? Maximilien, fais pas monter une femme enceinte à 300 mètres de haut, allons. Et puis le médecin m'a dit de faire attention. De toute manière, tu as le temps. Ils vont pas la démonter la semaine prochaine. La torre es, en sentido real y figurado, el alma de la exposición universal. Los visitantes no paran de subir sus peldaños. La exposición universal atraerá a visitantes exóticos como el Shah de Persia, que no se atrevió a aventurarse a lo alto de la torre y prefirió enviar en su lugar a un oficial de su corte. El más desafortunado entre estos turistas fue el emperador Pedro II de Brasil, hombre culto, francófilo, curioso de todo, que a pesar de su edad cruzó el océano para ver la exposición. Fue un error, pues mientras él admiraba la torre y las demás atracciones, el ejército brasileño se apresuró a destituir al infortunado soberano. Después de 2 meses de puesta a punto laboriosa e incierta, los ascensores funcionan por fin. Hombres y mujeres se precipitan para subir a la cima del monumento más alto del mundo, asistir a un espectáculo en el teatro del primer piso o almorzar en uno de los restaurantes elevados, mientras que el cañón que marca cada hora resuena en todo París. Una de las otras atracciones más populares es la calle del Cairo, con sus perfumes envolventes, sus olores a especias y sus 1001 noches ofrecidas a todos. El 9 de agosto, en plena tarde, un rayo cae sobre la torre. El pararrayos ha sufrido daños, pero no se lamenta ninguna víctima ni ninguna pérdida material importante. Contrariamente a las previsiones de los pesimistas, los peces del Sena no han sido electrocutados por el cable que va del pararrayos a tierra. Lucullus est consommé aux œufs pochés, suivi d'une truite saumonée au coulis d'écrevisse, suivi d'une poularde du Mans à la russe, puis homard sauté. Très bien, c'est parfait. Notre Américain est un grand homme, mais il doit pas savoir distinguer un homard d'un caneton. Tu veux savoir la carte des vins? Thomas Edison a une tête à ne boire que de l'eau. El que más ha emocionado a Eiffel de los ilustres visitantes que han sido recibidos en su salón privado del tercer piso es sin duda Thomas Edison, el inventor del teléfono, del fonógrafo y de la bombilla eléctrica. Le monde entier admire le grand Thomas Edison. Vous êtes l'orgueil de l'Amérique, vous personnifiez le progrès, vous êtes l'avenir de la civilisation. Vous me feriez un immense plaisir si vous nous donniez vos impressions par ici. Pardon.
Top of the Eiffel Tower, September 10th, 1889. To Mr. Eiffel. Al señor Eiffel, el gran constructor de un ejemplo gigantesco y único de la ingeniería moderna. De parte de alguien que tiene el mayor respeto por todos los ingenieros, incluido el gran ingeniero. Engineer, the bon Dieu. Vraiment, vous nous faites un immense honneur, monsieur Edison. À moi-même et à mon pays tout entier. Las primeras averiguaciones no permiten determinar las circunstancias de la muerte del barón de Genac. El sentido común lleva a creer que el barón ha puesto fin a sus días, pero algunos hablan de un asesinato vinculado evidentemente al asunto de Panamá. Pues el barón no habría sido el único comprometido en el fracaso del siglo, que suponía centenares de millones de francos. Por desgracia tenemos que evocar aquí el nombre de Gustave Eiffel, convertido desde 1888 en el maestro de obras de la enorme empresa. La Torre Eiffel parece burlarse de los parisinos que han perdido sus ahorros invirtiéndolos en el Canal de Panamá. Miles de pequeños accionistas, seguros por la presencia de Gustave Eiffel, se encuentran hoy en la calle. Es el escándalo más grave de la reciente república. Je n'ai rien à justifier, monsieur. L'instruction prouvera que toutes les opérations sont honnêtes et parfaitement régulières. Je vous rappelle que des milliers d'actionnaires sont aujourd'hui sur le pavé, réduits à la soupe populaire. Et que d'autres ayant tout perdu se sont suicidés. El 10 de enero de 1893, Ferdinand de Lesseps y Gustave Eiffel comparecen ante el Tribunal de Apelación. El señor de Lesseps, comprometido gravemente en la memorable quiebra de la Compañía de Panamá, apenas tendrá otra defensa que su edad avanzada y su glorioso pasado. En cuanto al señor Eiffel, Gran Cruz de la Legión de Honor, se le reprocha, no sin razón, haber conseguido al parecer un beneficio personal de más de 30 millones de francos con las operaciones que llevaron a la catástrofe a la Sociedad del Canal. Monsieur Gustave Eiffel, né le 15 décembre 1832 à Dijon, ingénieur, directeur de société. Vous êtes condamné, en application des articles 406 et 408 du Code pénal relatif à l'abus de confiance et détournement de biens, à 2 ans de prison ferme et 20 000 francs d'amende. Habiendo apelado el veredicto que le condenó a prisión, Eiffel queda libre. Sin embargo, según la ley, debe pasar la noche anterior al nuevo juicio en la celda, entre los reincidentes. El hombre que había hecho todo por su país conoce la vergüenza y la humillación pública. El 15 de junio de 1893, el Tribunal de Casación anula el juicio del Tribunal de Apelación por vicio de forma. Eiffel no es encarcelado, pero no ha sido rehabilitado. Al día siguiente tengo la sorpresa de recibir su invitación con el compromiso de responder a todas mis preguntas sin eludir ninguna. Pauvre monsieur Barbier, cette fois-ci, vous n'avez pas grand-chose d'extraordinaire à écrire. Hormis moi, Gustave Eiffel. Desde hacía años este hombre le hacía leer toda la prensa a su hija Claire. Se preocupaba enormemente por los juicios que emitían de él y le mortificaban profundamente. Vous avez entendu? Pour Dijon? Non. C'est la ville natale de mon père. Je sais. Ils viennent de débaptiser le quai Eiffel. Pourtant, vous avez donné une grosse somme d'argent pour indemniser les actionnaires de Panama. Plus de 10 millions. Plus que le prix de cette tour.
abandonner une grosse part de mes avoirs dans ma propre entreprise. On parle de lui retirer sa Légion d'honneur. C'est un véritable lynchage. Non, c'est pas à cause de la catastrophe de Panama que je me suis fait détester. C'est le succès. Nuestra conversación duró más de una hora. Yo tenía la sensación de recibir el testamento del gran Gustave Eiffel, el hombre de la torre más alta del mundo, el hombre de los múltiples trabajos, el Hércules, el hombre que hacía danzar toneladas de hierro y bailar los millones. En efecto, este hombre acababa de morir. Pero de las cenizas de este héroe, he visto surgir a un nuevo personaje, más humilde, es cierto, más discreto, pero totalmente admirable. El monstruo de la industria había cumplido su tiempo dejando paso al sabio, al experimentador, al hombre de reflexión y de recogimiento. Nuestra hijita de 300 metros celebrará sus 11 años en unos días. Los pintores y estucadores se han ocupado de lavarle la cara. Démosle una buena adolescencia, aunque sepamos que sus días están contados y que no tiene ninguna oportunidad de sobrepasar la edad de 20 años. Pero ese es el límite fijado a la concesión acordada al señor Eiffel. Bien entendu, la mise en valeur de ce site exige la disparition de la tour de 300 mètres, obstacle dont l'énormité, sans même qu'on prenne en compte aucun autre critère de goût, interdit tous les embellissements qu'on pourrait imaginer pour ce lieu par ailleurs si prestigieux. Le démontage de cette attraction de foire ne demandera pas plus que quelques mois. Et nous aurons enfin dégagé la magnifique perspective qui s'ouvre depuis la colline de Chaillot et se ferme sur la façade de l'école militaire. Ça va. Eh, tu as de bonnes jambes, fiston, pour un fort en thème. Toi aussi, papa, tu grimpes bien. Tu veux dire pour mon âge? Dire qu'ils vont la démolir. Tout ce travail pour rien. Elle ne sert à rien. Comme disait M. Eiffel, sa première utilité est le plaisir de l'ascension. Est-ce que ma Coralie t'offre son plus beau sourire? Eh ben ça, mon vieux, tu saurais mieux le dire que moi. Nous faisons une photo historique, mon cher. Dans un an, ce gros machin de fer derrière nous aura complètement disparu. Et dans un an, ce gros journaliste à côté de moi aura disparu bien loin, lui aussi. Ils ne vont tout de même pas démonter la tour sous prétexte d'embellir le champ de Mars. Il en est question. Le comité technique de la préfecture va rendre sa décision dans moins de 15 jours. On reproche à la tour d'être complètement inutile. Elle permet des expériences scientifiques uniques au monde. Ben voilà un argument. Je vous écoute. Tout le pays lira ce que vous allez me dire là. Très bien. Commençons par la météorologie. Un édifice monstre qu'on pourrait souhaiter plus beau, mais qui sert à la météorologie, la télégraphie optique, la télégraphie sans fil et peut servir à 1000 autres études. Merci. Je crois que nous pouvons passer au vote. Tiens. Destruction. Destruction. Tiens. Destruction. Messieurs, le résultat est le suivant. Le maintien de la tour Eiffel est voté par une voix de majorité.
ici. Une voix, une seule petite voix, tu te rends compte? On s'en fiche un peu, non? Sans cette voix, la tour était bel et bien déboulonnée. Bon, d'accord, on s'en fiche. Que ça tient. L'affaire n'est pas terminée. La commission du Vieux Paris va revenir à la charge. Plus l'antenne est longue, plus nous pouvons améliorer la portée de l'émission et de la réception. Le capitaine Ferrier m'a fait une démonstration de cette TSF. C'est extraordinaire. On peut parler à des centaines de kilomètres sans être relié par un fil. Et la nuit, le signal va 2 fois plus loin. Si nous disposions d'une antenne géante sur la tour, nous pourrions encore doubler la distance. Mais vous êtes ici chez vous, mon capitaine. La tour accueille toutes les expériences scientifiques. Oui, il me faut encore convaincre mes supérieurs de l'importance de la TSF. Bien, faites-leur savoir que je prends en charge les premiers frais. Il ne s'agit pas seulement de sauver la tour. La télégraphie sans fil a une importance stratégique. En effet. Avant 50 ans, l'antenne de la tour pourrait émettre aussi des paroles. Et pourquoi pas des images. Avant 50 ans, vous dites? Eh bien, je prends en charge tous vos frais d'installation. Nuevamente la torre está en obras. Financiadas por Eiffel, barracas temporales acogen las nuevas instalaciones militares. Un poste de télégraphie sans fil se compose de 2 parties distinctes. Il y a l'antenne qui expédie les ondes ou les arrête au vol. Et les appareils qui les créent ou les enregistrent en cas de besoin. Nous avons mis au point un émetteur très puissant, mais qui produit pas mal de bruit, en effet. Un bruit de fin du monde. J'aimerais pas habiter dans le quartier. D'autant plus que nous émettons de préférence la nuit. La portée des émissions est doublée quand le jour tombe, n'est-ce pas, capitaine? Oui, nous avons fait des progrès énormes, en développant simplement les principes de Marconi et de Ducretet. Mais ces espèces de sabbats nocturnes, vous ne craignez pas qu'on vous accuse de sorcellerie? C'est déjà fait. 4 años después, la presencia militar pasó a ser definitiva. El ejército tendió entre la cima de la torre y los árboles del campo de Marte 6 cables de acero de 425 metros cada uno, prácticamente invisibles desde el suelo, creando así una antena de 2,5 kilómetros de longitud. La gran inundación de París ha acabado por fin. La Torre Eiffel está ligeramente oxidada y las instalaciones de telegrafía sin hilos han sufrido graves daños. Pero un año más tarde, no queda ninguna huella de esta terrible subida de aguas. Las 3 y luego 5 horribles casetas que acogían hacía tiempo a la emisora más potente del mundo han dejado paso a una instalación de aspecto menos feo. Enterrada bajo el campo de Marte, la emisora es ahora invisible. Pero el verdadero interés de la emisora de telegrafía sin hilos es que prolongará la vida de la torre, dándole por fin la utilidad que le faltaba. Nous maintenant communiquer chaque nuit avec la Russie. Donc, vous avez résolu le problème des parasites atmosphériques. En effet, en portant la fréquence à 1000 périodes secondes, nous ne les entendons plus. Venez. Voici le cœur de la station. La partie souterraine, secrète. Il y a quelque chose d'encore plus secret, ceci. Le premier émetteur conçu spécialement pour être embarqué à bord d'un aéroplane. C'est un grand honneur pour moi, monsieur. Mon frère et mon père ont eu la chance, il y a 25 ans, de travailler à l'édification de la tour. Comment s'appelait-il? Valentin et Maximilien Duval, monsieur. Mais vous ne devez pas vous en souvenir, c'étaient de simples ouvriers. Valentin Duval. Ah, que si. On a fait voir votre père. Rude bonhomme. Bienvenue à la tour, jeune homme. Et le sous-lieutenant Duval commence les essais demain, à Issy-les-Moulineaux.
Merci, mon capitaine. Por primera vez, la mayor antena del mundo está en contacto por telegrafía sin hilos con un aeroplano. En menos de 2 años, las enormes emisoras habían sido reducidas hasta caber en un avión. Mon capitaine, je ne les vois plus. L'avion est trop loin. Bien reçu. Je les entends parfaitement, mon capitaine. Et demande l'autorisation d'aller plus loin. Autorisation accordée. Autorisation accordée! On peut aller plus loin! D'accord! On n'a plus d'essence! Faut atterrir en vitesse! Je les ai perdus. Monsieur, on est où ici? Ça s'appelle comment? Margny, monsieur. Margny quoi? Margny où? Près de Compiègne. Près de Compiègne? Près de Compiègne. On est près de Compiègne, vieux. À 60 km de la Tour Eiffel. Je les recevais impeccablement. Encima de la Torre Eiffel, nuestros valientes militares se preparan para una guerra que gracias a Dios no llegará nunca. Porque ¿quién querría hacer la guerra en una época en la que la vida cada vez era más una fiesta de sentidos e inteligencia? Alemania concentra sus tropas en las fronteras de Francia. Se decreta movilización general. Antoine Dufoin. C'est bon. Ton nom? J.R. Minet. C'est bon. Ton nom? Duval, Maximilien. 2e classe. Ton nom? Ton nom?
Maximilien, qu'est-ce qui t'amène? Mon régiment s'en va. Ah. C'est moi qui devrais y aller. T'as une femme et 2 enfants. C'est l'histoire de quelques semaines. Et puis toi, tu seras plus utile ici, non? La guerra ha sido declarada. Francia se enfrenta a la mayor potencia militar del mundo. Ahora la torre está en manos de los militares y prohibida al público. Al mismo tiempo que la aviación, y en unas pocas semanas, la telegrafía sin hilo se convierte en algo determinante tanto para los franceses como para los alemanes. Con su antena gigante, la torre permite interceptar los mensajes en código del enemigo. Nos armées au niveau des Allemands, nous communiquons sans problème avec nos alliés russes. Et si un obus allemand atteignait la tour? Pas plus l'effet qu'une mouche prise dans une toile d'araignée. Ça bouge, ça vibre, mais ça tient. La meilleure des fortifications, c'est le vide. La tour est blindée. Blindée par l'air. Nuestras tropas oponen una gran resistencia y se baten valientemente del Mar del Norte al Youga. Sin embargo, el enemigo continúa su avance en dirección a París. Estamos al borde de la catástrofe. El avance de las tropas alemanas es de una potencia asombrosa y el ejército francés se ve obligado a retirarse hasta las inmediaciones de París. Ils viennent encore de changer de code, mon capitaine. Téléportez cela à côté, au genre du chiffre. C'est à croire que nous n'avons plus d'armée. Où est-elle, notre armée? Vous avez des nouvelles, vous? Aucune. Ni de mon frère, ni de son régiment, ni d'aucun autre. El ejército alemán decide atacar a las fuerzas francesas por el sur atravesando el Magne. Seguros de su victoria, los alemanes no toman la precaución de descodificar los mensajes. Salauds. Et ils les mettent en clair maintenant, ils se foutent de nous. Écrit. Écrit. Écrit quoi? Qu'on a perdu la guerre? Que les Allemands sont à Paris? Écrit, nom de Dieu. Wir stehen noch an die Marne. Nous sommes encore sur la Marne. Hommes et chevaux sont épuisés. C'est un message du général von Marwitz. La cavalerie de la première armée allemande est hors d'état d'avancer davantage. Merde alors. Qui a décrypté ce message, lieutenant? C'était en clair, mon capitaine. J'avertis l'état-major. Ou bien le message est un faux pour nous piéger, ou bien c'est nous qui les tenons. Las preciosas informaciones recogidas gracias a la antena de la torre se confirman pronto. El general Gallieni toma la decisión de mandar hombres a la guarnición de París. Pretende sacar provecho de algunas horas durante las cuales el ejército alemán es vulnerable. Requisa los taxis de París y transporta en una noche a los 6.000 soldados que solos cambiarán el curso de la guerra. La batalla decisiva se lleva a cabo a 40 kilómetros de París. La estrategia de Gallieni es contraria a todas las reglas del arte militar y sorprende totalmente al ejército alemán, que es atacado de improviso.
C'est nous, c'est eux! On est trop haut pour voir, mon capitaine! El 7 de septiembre, los aviones de reconocimiento sobre el frente lo confirman. Los franceses han recuperado la ventaja y los alemanes se baten en retirada. Ya conocen el resto de la historia. Desde 1914 han ocurrido muchas cosas. La Torre Eiffel se salvó gracias a la batalla del Marne, como el resto de Francia. Después de eso, nunca jamás se ha pensado en desmontarla. Eiffel resistió hasta el 23. Y la torre... La torre...